On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la campagne de financement 2019 des amputés de guerre, avec entre autres les fameux porte-clés. Mais d'abord, on parle des 10 ans du restaurant Le Comptoir avec son propriétaire, Jean-Mathieu Bouchard. Lundi, le 1er avril prochain, on va célébrer le 10e anniversaire du comptoir. Le comptoir qui a connu différents noms, comptoir-restaurant, restaurant-comptoir. Maintenant, on appelle ça le comptoir restaurant et buvette. Le mot buvette s'est ajouté il y a quelques mois. Avec nous pour en parler, son propriétaire Jean-Mathieu Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Salut, Eric. Mais le mot comptoir est toujours resté. Oui, oui. En fait, à un moment, la base, c'était le comptoir, mais il y a un restaurant qui a ouvert, il y en avait à Québec, il y en a un qui a ouvert. C'est sûr que c'est commun, tu sais, le monde pense que c'est une chaîne, mais c'est quand même commun comme terme, là, comptoir des pièces, comptoir de n'importe quoi, tu sais. Donc, j'avais décidé d'appeler ça dans le temps, de l'autre côté de la rue, au 227, Resto Le Comptoir. Ouais. Et puis là, en réouvrant, même, j'ai hésité à rappeler ça le comptoir, mais tu sais, je voulais que ça me suive, mais je savais pas trop. Puis je cherchais des anciens noms du resto, où ce que c'était, puis je veux dire, des anciens commerces. Puis le seul que j'avais découvert, là, à l'emplacement en ce moment, ça s'appelait La Perfection. Je me voyais mal, c'est une ancienne mercerie, je me voyais mal. Mais j'ai trouvé, après ouverture, qu'il y a eu une mercerie dans les années 30 qui s'appelait le Syndicat. Je pense, le syndicat de Saint-Jean, je pense que j'aurais été game d'appeler mon restaurant le syndicat de Saint-Jean. Il y a eu toutes sortes de choses dans le bâtiment, parce que, bon, autrefois, tu étais au 227. Ouais. Là, maintenant, tu es au 210. Au 210, donc l'autre côté de la rue. Mais dans l'histoire plus récente du Vieux-Saint-Jean, il y a eu quoi là-dedans? Le Redman? Il y a eu le magasin Cyr? Non, le Redman était dans le 202, où il y a la caisse populaire. C'est vrai, tu as raison. Bien, il n'y a plus de caisse, mais bref. Il y a eu, dans le petit local, où la galerie du Vieux-Saint-Jean, c'était les Mademoiselles Poirier. Et puis, il y a eu La Perfection pendant longtemps quand même. Puis là, c'était le merveilleux Cyr qui était où on était. Avec des mannequins aux mains coupées. Oui, j'en ai donné à des artistes qui fassent des œuvres avec ça, justement. J'ai eu même, il y a du monde qui était déçu, mais j'ai même envoyé l'affiche moi-même du cire au recyclage. Du monde qui me disait que j'aurais dû garder ça. Mais en même temps, le fait d'appeler son restaurant le comptoir, peu importe comment on le décline, ça suppose qu'à l'intérieur, il y a un comptoir. Ça suppose également que ça crée aussi de l'ambiance dans un restaurant, parce que je comprends qu'on peut s'asseoir à une table. Mais en d'autres temps, c'est agréable aussi de s'asseoir au comptoir, si on est seul ou même avec 2-3 personnes, puis de discuter avec le personnel ou de voir en même temps les cuisiniers à l'œuvre. Donc, il y a un côté aussi plaisant pour le client de s'asseoir à un comptoir dans un restaurant. On remarque souvent plus d'interactions aussi entre les gens quand ils sont assis au comptoir. Je te dirais plus que 3, c'est peut-être moins agréable. Mais à 2, à 3, c'est super le fun. Il y a beaucoup d'interactions, puis le monde questionne, ils sont curieux, voir surtout devant la cuisine. C'est assez intéressant pour certains de voir ça. Puis oui, la dynamique, j'ai quand même, ça dépend, là, je joue avec mes chaises, mais mon comptoir a 50 pieds de long. T'sais. Quand même. Bon. Ouais. Mais avant le comptoir, tu étais aussi dans la restauration. Oui. Mais l'enveloppé, en fait, ça va faire 10 ans le comptoir-là, mais ça va faire 20 ans le 17 juin que j'ai ouvert l'enveloppé au 200, où est le restaurant Les Bonnes Sœurs en ce moment. L'enveloppé que tu as opéré pendant combien de temps? Presque 5 ans que j'ai vendu, puis j'étais allé à Rimouski, que j'ai ouvert mon premier comptoir à Rimouski, qui était plus un comptoir sandwich, puis de là est venu le nom du comptoir à Saint-Jean. Qu'est-ce qui fait que tu es revenu à Saint-Jean puis que tu as rouvert un restaurant sous le nom Le Comptoir? Sérieusement, ça a été bien drôle. Je m'en venais pas à Saint-Jean, j'étais de passage. Puis la vie sociale à Saint-Jean est super le fun depuis 1988, tu sais, que je me tiens dans le vieux Saint-Jean. Et puis, je suis revenu après quelques années, puis tout le monde me dit « Hey, il faut que tu réouvres un resto, il faut que tu réouvres un resto. » Puis écoute, je m'en allais faire un trip au Costa Rica. J'attendais de vendre mon pick-up. Puis finalement... tu t'es trouvé avec un restaurant. Finalement, il y avait ce local-là vraiment, vraiment pas cher. C'était chauffé, eau chaude fournie, meublé. J'ai tout changé de mobilier. C'était le fils à Paul Hernandez là, qui était là juste avant nous autres. Fait que... Bon. Et là, tu as opéré dans ce local-là pendant quelques années, jusqu'au jour où, évidemment, la Ville, avec le ministère des Transports, avait besoin de ce terrain-là pour les assises du nouveau Pont-Gouin. Ouais. Donc, tu as été forcé de fermer. Ouais.
Après ça, tu en as profité pour voyager un peu? Oui, en fait, j'ai comme pas eu le choix. J'avais pas d'alternative à ce moment-là. Puis c'est sûr que j'étais au bout du rouleau. On a déjà eu d'autres entrevues. Vraiment au bout du rouleau. Il a fallu que je prenne un break. Oui, je suis allé dans l'Ouest, je suis allé à Rimouski. Et puis à un moment donné, je suis revenu ici, puis il y avait ce local-là qui s'est libéré. Puis pouf, j'ai négocié un bon deal, puis j'ai retrouvé du financement. Puis go, on est reparti. C'est sûr que je l'ai d'un trip, là. Le Vieux-Saint-Jean et ce type de restauration locale qui est le fun parce que c'est ça, on a un bassin de. Moi, je suis terroir, là. Je suis terroir. Le resto est terroir plus que jamais, là. Ça a toujours été la lignée, mais c'est terrible combien est-ce qu'on a de producteurs. On doit avoir une trentaine de producteurs, une centaine de produits. Tout vient dans Montérégie, là, à part le café et le chocolat. Mais ça reste pas quand même un double défi parce qu'à l'époque, tu appelais ça locavore. Ouais. Ou encore, tu dis aujourd'hui, principalement, il y a des produits du terroir qui sont offerts au comptoir. Mais est-ce que c'est plus compliqué en approvisionnement? Est-ce que c'est parfois même un peu plus cher? C'est quoi le défi de s'imposer la contrainte de servir des trucs le plus localement possible? Bien, c'est sûr que, tu sais, mettons, j'ai découvert justement un nouveau producteur de bœuf, ce qui est plus dur, mais ces producteurs-là font 50 têtes de bœuf par année. Donc, c'est sûr que je veux des filets mignons. Il n'y aurait pas tant dans mon année. Fait qu'il faut travailler avec les pièces qui ont des surplus. Tu sais, des fois, ça se vend moins en boutique ou en marché. Donc là, il y en a d'accumuler parce que c'est tout le temps, toutes les pièces sont sous vide congelées. Mais sinon, moi, c'est devenu très facile. C'est sûr que j'ai des bons contacts. Puis si j'en cherche, je vais demander à un producteur, tu connais-tu un producteur de telle chose? Ils vont me référer. Mais c'est la moindre des choses. Mais c'est sûr que j'ai un paquet de livraisons, c'est certain, du monde en voiture, tu sais, en petit camion plutôt, là. Et là, opérer un restaurant en 2019, ça veut dire quoi? Beaucoup nous parlent de la pénurie d'emplois, surtout dans le monde de la restauration. Ouais. Difficulté à avoir du personnel, autant même en service qu'en cuisine aussi. Ça, est-ce que ça devient un peu alarmant, emmerdant, un peu, d'être aux prises un peu avec ce phénomène-là en ce moment? Bien, justement, Laurent Godbout qui vient de fermer ses 2 restos, un peu pour cette raison-là. Écoute, moi, je m'en sors bien. J'ai une petite équipe. Je m'adapte, mais je ne m'adapte pas au monde nécessairement. Je vais adapter mon restaurant. Ce que je trouve le problème, c'est que, oui, tu sais, en presque 20 ans en restauration, tu sais, je veux dire, les CV, c'était protocolaire. Maintenant, le monde, ils ont de la misère à mettre une lettre majuscule sur leur prénom. C'est assez terrible. Moi, j'engage pas n'importe qui. Je suis jamais trop dans la marde pour engager n'importe qui. C'est ça un peu le problème, je pense, c'est que les employeurs engagent souvent n'importe qui parce qu'ils sont dans la marde. Je m'excuse. Donc, moi, j'attends. Là, je cherche quelqu'un, j'attends la bonne personne, j'ai enlevé 4-5 chaises, on s'organise, on court un peu plus. On est du monde efficace quand même. Fait que je réussis tout le temps à avoir une équipe efficace. Mon monde reste quand même relativement longtemps. On a du plaisir. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, s'il faut, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, à un moment donné, tu n'auras pas le choix, tu vas être obligé d'engager du monde comme ça. Bien, quand je vais être rendu là, je vais avoir un resto de 10 places, je vais faire ça tout de suite. À la place. Bien oui. Bon, en même temps, est-ce que je me trompe ou tu es heureux dans le changement? Parce que même du temps de l'ancienne version ou de la nouvelle version, tu changes le menu, tu changes le concept, tu essaies des affaires. À un moment donné, tu mets des brunchs le dimanche. À un moment donné, tu fais un autre concept le mercredi soir. Là, maintenant, tu as un nouveau permis d'alcool qui te permet d'avoir une section buvette. Ouais, expliquer aux gens un peu ce que c'est. Oui, bien, c'est ça. Moi, je poussais, tu sais, je suis rendu depuis l'ouverture de ce comptoir-là, de ce côté de rue-là. J'ai jamais trippé vraiment sur le vin, mais j'ai découvert les vins nature qu'on peut parler d'un concept. C'est un vin propre parce qu'on peut avoir 60 ingrédients dans un vin. Nous autres, il y en a 1 ou 2 des fois. Donc, c'est des vignerons à l'échelle humaine, mais souvent, ils vont travailler. C'est un terme, c'est pas tout le monde qui aime, mais c'est assez facile à comprendre, des vins plus funky. Tu sais, c'est comme si tu es habitué de boire du coke tout le temps. On va comparer, mettons, le vin normal, que le monde dise, mais du vin conventionnel à du coke, puis là, tu tombes dans le monde des kombucha. Tu peux aimer, tu peux ne pas aimer, puis tu peux avoir du fun dans ta barouette. Fait que c'est un peu ça. Il y a des vins non filtrés, d'une année à l'autre, d'un millésime à l'autre, ça change totalement parce qu'on ne balancera pas les pH, les œnologues ne passent pas par là. Donc, par rapport à ça, je voulais faire goûter le vin, ce type de vin-là, parce que c'est quand même, c'est unique dans la région. J'ai une carte de fou, et puis parce que je suis passionné de ça, et puis je voulais faire goûter au monde sans qu'ils soient obligés de manger tout le repas. Donc, parce que ça, c'est la contrainte des permis d'alcool. Dans un restaurant, on peut prendre de l'alcool si on consomme de la nourriture. C'est ça. Sauf que là, si tu veux vendre que de l'alcool, là, c'est un autre permis, puis là, il faut délimiter autrement l'espace que tu as fait. Là. Exact, oui.
Et ça te permet d'aller un peu plus loin, de pousser plus loin le concept? Bien, c'est certain. Tu parlais justement, j'ai arrêté les brunchs. Il y a eu une belle demande, le monde tripait, mais à un moment donné, il faut faire les chiffres. Là. On ne savait pas si on allait faire 10 ou 70 clients. Donc, c'était instable. J'ai attendu longtemps. Je suis le premier à être triste de ça parce que j'adorais mes brunchs à tous les dimanches. Je veux ma poutine bénédictine, mais j'en ai plus. Mais bref, puis tu parlais d'essayer, mais tu sais, on fait de l'offre, mais tu sais, ça prend... Sans qu'il y ait de la demande, là, je l'avais fait à l'époque quand j'ai ouvrir le dimanche dans le jour parce qu'il n'y avait rien dans la rue. Fait que tu sais, je l'ai fait parce que c'était un dada pour moi, mais je l'ai fait pour la rue. Puis là, bon, il y a eu plusieurs qui l'ont fait. Là, je fais le dimanche soir. Avec notre permis de bar, on s'est dit, j'ai pas besoin de toute l'équipe, on va faire un menu restreint. Le bar à vin va être là. Donc, je fais les dimanches, justement, j'en parle d'ailleurs pour venir nous encourager parce qu'on a commencé au mois de novembre, on a fait pilote novembre-décembre, ça a été assez, mais il faut que ça continue, là, mais parce qu'on va se le dire, le dimanche soir, il n'y a pas grand-chose sur la rue. Là, le lundi 1er avril, c'est le 10e anniversaire. Oui. Tu fais une soirée un peu concept avec des anciens chefs? Exactement. Shelby qui est en place, Chloé qui était au comptoir de l'autre côté, Michael Saint-Amand, Jonathan Varin, puis Adam Duquette qui a travaillé aussi de ce côté-ci. Là. C'est tout du monde qui m'ont toujours aidé au travers des années. Donc, oui, c'était un peu... à la base, c'était une idée de Chloé. Elle avait parlé de faire un chef chez nous. Et puis là, j'ai dit, hey, ça va être mon 10 ans, ça la donnerait peut-être bien. Puis on a monté ça, on a fait une couple de meetings. Puis on fait ça le 1er avril, un 5 services surprise à 75 par personne, sur réservation. Là, pour l'été prochain, projet de terrasse à l'avant ou à l'arrière? Là, à l'avant, je ne serai pas capable. Ils vont commencer les travaux. Là, je pense c'est qu'ils ça, vont ça va faire être un peu difficile. l'intersection. Heureusement, nous autres, on a un bel accès par en arrière. Mais j'ai ma terrasse en arrière. Bon, dernière question. Je t'ai vu écrire un post sur, je sais que la Ville a une nouvelle politique de stationnement qui s'en vient avec l'application mobile et tout ça. Ouais. Je t'ai vu écrire un post, puis je pense que Jean-René aussi à côté a renchéri un peu sur le même sujet. Ouais. Il y a comme deux écoles de pensée par rapport à ça. Toi, t'en penses quoi? Bien, la version courte du nouveau projet de règlement, je vais dire qu'il était temps. Ouais. Depuis 1934, ce ne sera peut-être pas une version courte, mais bref, depuis 1934, le parcomètre existe parce que les centres-villes, c'est à Oklahoma City que ça a été inventé, parce que les centres-villes avaient plus de place pour les clients parce que c'était les travailleurs et les résidents qui prenaient le stationnement. Fait qu'imaginons juste quelqu'un, un travailleur, qui est stationné devant un Rookery ou dans ce coin-là, toute la journée, c'est combien de monde qui ne peut pas aller magasiner 15 minutes au Rookery, chez Pierre Roy, chez Petite Frette? Fait qu'il faut pas le ça choix. prend une rotation. C'est ça. Ouais. Fait que c'est juste, il va en avoir beaucoup plus de stationnement, je te garantis, pour les clients. Puis tu es à l'aise avec la tarification? Bien, oui, mais on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que ça reste qu'on est 4 fois moins cher que Longueuil. Là. On ne parlera pas d'autres places. Puis, oui, il y a des détracteurs, justement. On modère un peu. On va aller au 10-30. Écoute, first, tu n'as pas l'âme. Il n'y a aucun centre-ville. J'ai beau visualiser toute ville qui se respecte le minimum. Mais c'est pas nouveau. Il y a toujours eu du contrôle. Mais en 2009, je me souviens, quand je me suis installé, il y a une cliente amie qui est venue au resto. Elle as-tu de chance pour le parcomètre? Je lui dis, mais en pas, il ne contrôle pas. Puis 5 ans plus tard, elle a fait un post qu'elle m'a tagué. Elle a dit, t'as bien fait, Jean-Marc. Ça fait 5 ans que je suis presque à tous les jours dans le centre-ville, puis je viens de pogner un ticket après 5 ans. Fait que ça prend le contrôle. Là, il va y avoir le contrôle, veut pas. Puis, écoute, on va avoir des vignettes en périphérie. Fait que c'est des blocs de 3 heures maintenant. Ouais. Oui, mais on va pouvoir rajouter à 15 minutes avec l'application, notification. Ça va être de le rentrer une fois. Même si tu as 12 chars, tu vas pouvoir rentrer tes 12 plaques. C'est une tarification unique. Tu vas au Nautique, tu t'arrêtes chez Pierre Roy, tu finis à Trinquette, c'est le même tarif. Jean-Mathieu, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la campagne de financement des amputés de guerre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de déclenquer. Sébastien Godette, Pascal Beggs et JF Diorio sur téléphone. Voilà. On voulait s'entretenir aussi avec Robert Kraft, mais il s'est fait arrêter, François. Manquez pas ça.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est le moment de parler de la campagne financement 2019 des amputés de guerre. Avec nous pour en parler, l'une de ses porte-paroles, Caroline Villot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait plusieurs années que tu es porte-parole pour les amputés de guerre. À vrai dire, plusieurs années, oui, parce que quand j'ai commencé au sein de l'association comme membre, donc à l'âge de 17 ans à peu près, j'ai commencé par être conseiller junior. Donc, on était formés, entre guillemets, c'est-à-dire on nous donnait plus d'informations sur l'association, tout ça, pour être porte-parole, si on peut dire. Là. Et par la suite, j'ai travaillé pour l'association, donc j'étais encore là, appelée souvent à intervenir ou à parler auprès des médias. Et maintenant, depuis près de 5 ans, je suis représentante régionale pour le Québec. Donc, on est quelques représentants à travers le Canada, donc un par province. Et on est principalement des conseillers juniors, on nous appelle les doyens. Ça fait un peu vieux, mais bon. On est donc des personnes qui avons grandi à travers le programme pour enfants amputés. Et c'était un rôle avant qui était joué surtout par les amputés de guerre eux-mêmes. Donc, comme ils se font de plus en plus rares et âgés, bien, on a maintenant la relève. Bien, c'est une organisation qui s'est transformée au fil du temps. C'est-à-dire qu'à sa naissance, on parlait d'amputés de guerre. Sauf qu'aujourd'hui, bon, les guerres ne sont plus ce qu'elles sont. Heureusement, il y en a de moins en moins. Mais en même temps, toutes ces personnes qui ont pu subir des amputations sans nécessairement avoir été à la guerre, c'est pour ça que je dis que l'organisation s'est transformée au fil du temps. Là. Oui, énormément. Et un gros merci aux amputés de guerre qui ont eu cette idée ou ce désir de vouloir faire profiter de leur expérience. L'association, on sait, a débuté, enfin, je dis on sait, mais je vais le répéter, a débuté après la Première Guerre mondiale. Et vers les années 70, vous voyez, bon, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, mais après un certain laps de temps, les guerres étaient moins nombreuses, enfin, moins de personnes amputées revenaient du combat. Et puis, ils ont décidé de former en 1975 le programme pour enfants amputés. Donc, un gros merci parce qu'il n'y avait pas rien d'autre et rien encore aujourd'hui équivaut à l'Association des amputés de guerre au niveau des services, au niveau des prothèses et tout ça. Puis ce qui veut dire que de 1975 à aujourd'hui, avec ce programme pour les enfants amputés, quels ont été les bienfaits que l'Organisation des amputés de guerre ont pu faire à des enfants de 1975 à aujourd'hui? Oh mon Dieu, les bienfaits sont énormes. Je vais commencer par l'achat des prothèses, de pouvoir permettre aux familles d'appareiller leur enfant ou de leur permettre d'avoir des prothèses, non seulement à la fine pointe de la technologie, mais des prothèses pour tous les loisirs, les hobbies qu'ils veulent pratiquer, que ce soit de la musique, à jouer au basketball, à faire du ski, peu importe. Ce type de prothèses-là, principalement les prothèses récréatives, ne sont pas payées par le gouvernement. Donc, les prothèses dites conventionnelles de tous les jours sont payées par le gouvernement, par la Régie de l'assurance maladie. Puis là, j'exclus les cas comme le CSST et tout ça. Mais l'Association des amputés de guerre, au niveau des prothèses récréatives et tous les adaptateurs aussi qu'il peut y avoir, parfois, c'est juste un petit adaptateur qu'on peut changer au bout de la prothèse. Mais, je pose la question, mais souvent, le gouvernement va payer la base. Oui. C'est comme quand on construit un nouveau pont, ils vont dire, bon, on va vous mettre de l'asphalte avec 2 clôtures, puis ça va faire le travail. Par contre, si vous voulez avoir des beaux lampadaires puis une piste cyclable, vous allez devoir payer. Bon, je reviens un peu à l'exemple de gens qui ont des amputations et qui ont besoin d'avoir des prothèses. Qu'est-ce que le gouvernement paie en termes de prothèses? Et si on veut une prothèse qui est plus évoluée technologiquement, est-ce qu'on doit défrayer des coûts? Où s'arrête un peu la limitation de ce que paie le gouvernement? Bien, le gouvernement va payer une prothèse standard. Donc, pour nous permettre à fonctionner au quotidien. Et quelqu'un qui est amputé, est-ce qu'il veut une prothèse standard? C'est ça la question, dans le fond. Bien, au départ, oui. Je dirais que la première chose qui nous vient en tête, ou enfin le premier besoin, si je peux l'exprimer comme ça, c'est vraiment d'essayer de fonctionner
normalement. C'est un mot de la norme, mais enfin, de fonctionner. Donc, oui, d'avoir une prothèse qui va nous permettre de fonctionner au quotidien. Évidemment qu'il y a des prothèses qui sont plus perfectionnées. Tant qu'on n'y a pas goûté, c'est correct. Mais une fois qu'on y goûte, puis j'en ai essayé des prothèses dont tous les doigts bougent. La mienne, bon, j'ai une prothèse myoélectrique, mais qui se limite à ouvrir et fermer, ce qui est déjà très bien. Mais est-ce que celle-ci serait payée par le gouvernement? Oui, une prothèse conventionnelle oui? peut l'être. Par contre, comme la mienne, j'ai besoin d'une emboîture particulière, mon prothèse avec une ouverture proportionnelle à vitesse proportionnelle. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas standard, le gouvernement ne paie pas. Okay. Et ça coûte quand même assez cher, ces trucs-là. Là. Oui, effectivement. Une prothèse comme la mienne, qui est comme standard dans les myoélectriques, c'est 32 000 à peu près. Aïe, aïe, aïe. Et moi, j'ai comme mon coude encore naturel. Là, donc, mais quelqu'un qui aurait, si on disons, ajoute des articulations, c'est ça, ça augmente le coût. Aïe, mais aïe, aïe. Évidemment que les prothèses les plus perfectionnées maintenant, juste la main comme telle vaut 80 000 Ça, c'est sans l'avoir appareillé sur un bras et tout ça, c'est au-dessus de 100 000 Et c'est là qu'on peut comprendre qu'une organisation comme les amputés de guerre, c'est là que c'est drôlement important parce que quelqu'un qui moindrement a besoin de services, de prothèses particulières ou de prothèses récréatives ou de prothèses de meilleure qualité va devoir se faire aider par les amputés. Là. Oui, exactement. Puis juste pour mettre ça tout de suite au point, le type de prothèse dont je viens de parler, l'association ne paie pas pour ces prothèses-là. OK. Je pense que aussi, à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en payer au plus grand nombre de personnes possible. Donc, c'est des prothèses qui sont plus perfectionnées, mais qui ne sont pas nécessairement obligatoires. C'est comme agréable de les avoir, mais je ne pense pas qu'elles me seraient plus utiles que celles-là par rapport aux tâches quotidiennes que j'accomplis. Donc, à ce niveau-là, oui, l'association, là, en fait, c'est... Les amputés de guerre, ça aide combien de personnes par année, enfants ou adultes, ou je ne sais trop, à travers le Canada? C'est quoi la portée de l'organisation? Écoutez, c'est des dizaines de milliers de personnes. Le chiffre exact, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais je pourrais vous le transmettre là, pour une prochaine fois, si vous voulez. Mais c'est des dizaines de milliers de personnes, sans compter d'ailleurs, ça c'est seulement les personnes amputées dont on parle, mais évidemment, on vient en aide aussi comme aux familles. Je prends par exemple le programme pour enfants amputés. On a un volet qui s'appelle les Mères solidaires. Cette année, c'est d'ailleurs le 35e anniversaire du programme Les Mères solidaires. Et les Mères solidaires, c'est un programme de jumelage. Donc, advenant qu'une personne donne naissance, par exemple, une maman donne naissance à un enfant qui est amputé, on va faire dans le meilleur du possible un jumelage avec un enfant qui a le même type d'amputation. C'est possible que c'est la même cause aussi au niveau de l'amputation. Et ça, là, ça n'a pas de prix. Juste de pouvoir échanger entre les parents eux-mêmes toutes les inquiétudes. Je dirais qu'en tant qu'enfant amputé, on n'a pas les mêmes inquiétudes que nos parents. On ne voit pas plus loin. On ne voit pas plus loin, mais dès qu'on arrive à fonctionner et tout ça, c'est l'essentiel et c'est déjà un plus. Par contre, les parents ont beaucoup de questionnements, d'inquiétudes. C'est de l'inconnu pour la plupart du temps. Là. Donc, c'est rare qu'on a... Enfin, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Là. On est quand même mais je peux comprendre que pour un parent pour qui l'enfant vient de subir une amputation, on va se dire, bon, mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va marcher ou comment il va prendre des trucs, comment il va faire des sports, comment ça va se passer à l'école, est-ce qu'il va être comme les autres enfants? Puis là, c'est tout ça qui commence. Hein? Oui, exactement. C'est pour ça que ça s'étend plus que juste l'aide apportée aux personnes amputées si on parle de prothèses. Et dans la campagne de financement, bon, évidemment, vous connaissez probablement les traditionnels porte-clés. Là, souvent, une fois qu'on les reçoit, on les reçoit par la poste. Et d'ailleurs, c'est très efficace. Ça m'est même arrivé une fois dans la vie de recevoir mes clés par la poste 1 an plus tard, après les avoir perdues. Donc, il faut croire que quelqu'un les avait retrouvés et les a mis à la poste. Donc, ça, c'est une des façons d'aider beaucoup les amputés. Là. Oui, c'est notre seul mode de financement, le service des plaques porte-clés et des étiquettes adresses. Présentement, on est en pleine campagne des plaques porte-clés. Et le service s'est amélioré, mais enfin, ça ne disait pas la date non plus, le moment où il avait trouvé votre trousseau de clés, parce que très souvent, le lendemain, advenant qu'une personne trouve un trousseau de clés, la journée même que vous l'avez perdu, par exemple, tout ce qu'ils ont à faire, c'est soit téléphoner au numéro derrière la plaque porte-clés,
Et à ce moment-là, le bureau des amputés de guerre va pouvoir vous retracer. Ouais. C'est un numéro confidentiel, donc l'information n'est jamais transmise non plus à la personne qui trouve le trousseau de clés, mais on va envoyer un service de messagerie et souvent dans les 24-48 heures, la personne récupère ses clés. L'autre façon aussi très traditionnelle et très pratique, c'est de déposer tout simplement le trousseau de clés avec la plaque directement dans la boîte aux lettres. Et on a une entente avec Poste Canada qui achemine les trousseaux à nos bureaux. C'est très, très, très utile parce qu'effectivement, quand on peut... Des fois, un trousseau de clés, c'est pas juste une clé, hein, c'est des clés. Oui. C'est compliqué, hein, on sait tous les problèmes que ça peut nous occasionner. Donc, quand on peut verser quelques sous aux amputés de guerre, donc on voit que, ça vous aide. Oui. Ça aide évidemment les gens qui en bénéficient, puis ça peut aider des gens qui perdent leurs clés occasionnellement, disons. Oui, aussi. Ouais. Et juste pour mentionner que c'est les plaques porte-clés, on dit les plaques porte-clés, mais ils peuvent être utilisés pour d'autres utilisations. Tout ce qui pourrait théoriquement entrer dans une boîte aux lettres, on pourrait le mettre. Ça peut être une clé USB, ça peut être, oui, après un sac s'il le faut. Puis, quelqu'un qui a déjà perdu une clé avec les clés à puce et tout ça, là, et qui a dû payer pour la faire remplacer. Cher, hein? On sait que c'est assez coûteux. Coûter donc, 300, 400, 500 les clés à puce, oui, on sait jamais, là, les exactement. décodeurs aussi là, pour déverrouiller les portes. Il y a aussi les petites étiquettes pour les enveloppes, ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Cette campagne-là est toujours notre campagne en fin d'année, donc en décembre, là, juste avant les fêtes. Puis c'est les deux, comme je disais, les deux seules campagnes qui nous permettent donc, les modes de financement pour les amputés de guerre. Exactement, oui. Bien, Caroline Viault, merci beaucoup. Bonne chance pour la Merci à suite. vous. Puis on encourage bien sûr les gens qui vont soit les recevoir à renouveler, bien sûr, ou si vous n'êtes pas inscrit, d'aller directement, je présume, sur le site des amputés de guerre pour recevoir la documentation. Exactement. On nous téléphonait. Je ne sais pas si vous allez le mettre. Puis je tiens d'ailleurs à remercier déjà les donateurs de la région. On est vraiment, je ne dirais pas nombreux, mais il y a plusieurs jeunes qui en bénéficient de la région même. Fait qu'alors, un gros merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La vente des billets est commencée en prévision du Gala de l'Excellence, le 55e de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, présenté à la fin avril. Donc, réservez vos billets dès maintenant. Si vous désirez me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.